Mon mari m'a regardé droit dans les yeux et a ri. Tu es devenue vieille. Je veux une femme plus jeune. Les mots ont résonné dans la salle d'audience plus fort qu'ils ne l'avaient probablement voulu. Même la sténographe judiciaire a cessé de taper pendant une fraction de seconde avant de rattraper son retard. Mon avocate a lentement posé son stylo. De l'autre côté de la pièce, mon mari était assis avec l'assurance d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. « Madame Cartier, a-t-il dit calmement, acceptez-vous de partager les biens matrimoniaux conformément à l'accord proposé par l'avocat ?» J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai souri pour la première fois de la matinée. « Bien sûr, votre honneur. » M. Mon mari s'est immédiatement détendu. Puis j'ai ajouté doucement, mais avant de le faire, j'aimerais que tout le monde regarde une courte vidéo. Son sourire a disparu. Je m'appelle Evelyne Cartier. J'ai 68 ans, et jusqu'à 9 mois avant cette audience, je croyais que mon mari et moi vieillirions ensemble. Nous étions mariés depuis 25 ans. Pas 25 années parfaites. Aucun mariage ne dure aussi longtemps sans déception, compromis, pardon et sacrifice. Mais je pensais que le nôtre avait été bâti sur quelque chose de plus solide que les apparences. J'avais tort. J'ai rencontré Robert pour la première fois à l'automne 1999 lors d'une collecte de fonds communautaires près de Columbus, dans l'Ohio. J'avais récemment perdu mon premier mari d'un cancer plusieurs années auparavant et j'avais enfin trouvé le courage de participer à nouveau à des événements sociaux. Robert était divorcé depuis près de 10 ans. Il était charmant sans trop en faire, respectueux sans prétendre être parfait, et il avait ce genre de sourire facile qui inspirait confiance aux gens. Notre premier rendez-vous a duré près de 4 heures. Nous étions assis dans un petit restaurant à boire du café jusqu'à ce que la serveuse demande en plaisantant si nous comptions l'aider à fermer. Il m'a raccompagné à ma voiture ce soir-là. Je ne sais pas où cela nous mènera, a-t-il dit, mais j'aimerais vraiment le découvrir. Moi aussi. Lorsque nous nous sommes mariés l'année suivante, nous n'étions pas riches, loin de là. Je travaillais comme bibliothécaire dans une école primaire. Robert possédait une entreprise de construction en difficulté avec seulement une poignée d'employés. Nous vivions prudemment. Les vacances signifiaient conduire au lieu de prendre l'avion. Les dîners d'anniversaire avaient généralement lieu à la maison. Nous célébrions les promotions avec une tarte faite maison au lieu de restaurants coûteux. Avec le recul, ce furent probablement les années les plus heureuses de notre mariage. Nous rions plus. Nous nous inquiétions moins. Nos soirées se passaient assis sur la véranda arrière à regarder le coucher du soleil au lieu de fixer des écrans séparés. Quand les affaires allaient mal, je tenais notre chéquier au centime près. Quand un des camions de Robert est tombé en panne, nous avons reporté le remplacement de notre propre machine à laver vieillissante. Aucun de nous ne s'est plaint. Nous construisions quelque chose ensemble, ou du moins c'est ce que je croyais. Au fil des ans, l'entreprise de Robert s'est lentement développée. 5 employés sont devenus 10. 10 sont devenus 25. Il a remporté des contrats plus importants. Les journaux locaux parlaient parfois de son entreprise. Les voisins ont commencé à le qualifier de prospère. Chaque compliment me rendait fier. Chaque fois que quelqu'un le félicitait, je souriais discrètement en arrière-plan. Je n'ai jamais eu besoin de reconnaissance. Le voir réussir, c'était comme voir notre rêve commun se réaliser. Du moins, c'est ce que je pensais. Aux alentours de notre 20e anniversaire de mariage, des changements subtils ont commencé à apparaître. Rien de dramatique. Rien d'évident. Juste de petites choses. Robert a acheté des montres chères, puis des costumes de créateur, puis une voiture de sport qui n'avait absolument aucun sens pour un homme approchant les 70 ans. Il a commencé à passer plus de temps au bureau. Les dîners d'affaires sont devenus courants. Des réunions le week-end sont apparues sur le calendrier. Quand je lui demandais comment tout allait, il m'embrassait sur le front et disait « Tu sais à quel point les choses sont chargées. » Je le croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? 20 ans de confiance ne disparaissent pas du jour au lendemain. Nos enfants l'ont remarqué avant moi. Émilie a appelé un dimanche après-midi, « Maman, est-ce que tout va bien entre papa et toi ?» Bien sûr, ai-je répondu. Pourquoi? Il semble juste différent. J'ai ri. Ton père a enfin assez d'argent pour se faire plaisir. Mais après avoir raccroché, je me suis surprise à penser à sa question.
Différent, oui, c'était exactement le mot. Il n'était pas en colère. Il n'était pas cruel. Il semblait simplement absent, comme s'il avait déjà commencé à vivre ailleurs alors que son corps rentrait encore à la maison chaque soir. Le moment où tout a changé est arrivé un mardi ordinaire. J'avais préparé un pain de viande, son plat préféré. La recette venait de sa mère, qui m'avait appris à le faire près de 20 ans plus tôt. La table était mise. Des bougies brûlaient doucement. Rien d'extraordinaire, juste un dîner. Robert a à peine touché à sa nourriture. J'ai besoin de te dire quelque chose. Mon estomac s'est noué. Je réfléchis depuis longtemps. Chaque fois que quelqu'un commence par ces mots, vous savez déjà que votre vie est sur le point de changer. Il a posé sa fourchette. Je veux le divorce. Je l'ai regardé fixement, certaine d'avoir mal compris. Quoi? J'ai déjà engagé un avocat. 25 ans, réduit à une seule phrase. J'ai cherché sur son visage de la tristesse, du regret, n'importe quoi. Au lieu de cela, j'y ai trouvé du soulagement, comme s'il s'était enfin déchargé d'un lourd fardeau. Robert, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Plus difficiles. Je pouvais à peine respirer. Puis il a prononcé la phrase qui allait résonner dans mon esprit pendant des mois. Tu es devenue vieille. Il a même haussé les épaules. Je veux quelqu'un de plus jeune. Pas d'excuses. Pas d'hésitation. Pas de honte. Seulement de la certitude. Je me souviens d'avoir baissé les yeux sur mes propres mains, des mains qui avaient tenu les siennes pendant des opérations, des mains qui avaient pris soin de ses parents vieillissants, des mains qui avaient équilibré chaque budget familial. Des mains qui avaient préparé des milliers de déjeuners et emballé des centaines de cadeaux de Noël. Ces mêmes mains me parurent soudainement étrangères. Vieille, ridée, ordinaire, ai-je murmuré. Alors c'est tout ce que je suis maintenant. Il n'a pas répondu. Il s'est simplement levé. Je vais rester ailleurs pendant un certain temps. La porte d'entrée s'est refermée doucement derrière lui. Le silence a rempli la maison. Pas un silence dramatique. Pas un silence de cinéma. Juste le genre de silence qui s'installe dans chaque pièce après que quelqu'un a décidé que votre vie commune est terminée. Une semaine plus tard, notre fille Émilie est arrivée avec des courses que je n'avais pas demandées. Elle m'a serré dans ses bras sans dire un mot. Les mères réconfortent habituellement leurs enfants. Cet après-midi-là, ma fille m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais comme une petite fille effrayée. Je suis tellement désolé, maman. Je n'arrête pas de me demander ce que j'ai fait de mal. Elle s'est reculée juste assez pour me regarder dans les yeux. Tu l'aimais. Ce n'est pas mal. Quelques jours plus tard, notre fils Michel est passé après le travail. Il avait l'air mal à l'aise. Papa dit qu'il veut que tout reste civilisé. J'ai hoché la tête. Il dit que se battre ne fera que gaspiller l'argent de tout le monde. J'ai souri faiblement. Je suppose qu'il a raison. Aucun de mes enfants ne réalisait que j'avais déjà pris une décision, non pas sur la vengeance, mais sur la vérité. Car tandis que Robert croyait avoir réécrit notre histoire, je savais que l'histoire a une remarquable habitude de se préserver, parfois en photographie, parfois dans des documents oubliés, et parfois sur une vidéo dont personne ne se souvenait de l'existence. Le matin après le départ de Robert, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis assise seule sur ma véranda arrière avec une tasse de café avant le lever du soleil. Pendant 25 ans, les matins nous avaient appartenu. Il lisait le journal pendant que j'arrosais les fleurs. Nous nous disputions sur les indices des mots croisés. Il insistait toujours sur le fait qu'il était meilleur en histoire, et je lui rappelais toujours que j'avais été bibliothécaire pendant près de 40 ans. De petites routines, rien d'extraordinaire. Ce sont les choses dont les gens ne vous avertissent pas quand un mariage se termine. Vous ne perdez pas seulement un conjoint. Vous perdez un millier de moments ordinaires qui sont discrètement devenus une partie de votre identité. La chaise vide en face de moi semblait plus lourde que n'importe quel bois de salle d'audience des mois plus tard. Je m'attendais à tout moment à entendre ses pas dans la maison. Au lieu de cela, tout ce que j'entendais était le clic de l'arroseur du voisin sur la pelouse. La semaine suivante, je suis retourné faire du bénévolat à la bibliothèque locale. La plupart du personnel savait que quelque chose s'était passé. Les petites villes ont une façon de découvrir les choses. Personne n'a posé de questions.
Au lieu de cela, ils ont fait ce que les gens honnêtes font souvent. Madame Martin du bureau de prêt m'a simplement tendu un muffin aux myrtilles. J'en ai fait trop. Nous savions toutes les deux que ce n'était pas vrai. Monsieur Lefebvre a tranquillement proposé de porter une boîte de livres donnés que j'aurais pu gérer moi-même. Les gens de mon âge ont rarement besoin de grands gestes. La simple gentillesse va beaucoup plus loin. J'ai apprécié chaque parcelle de celle-ci. À la maison, cependant, la vie est devenue étrangement calme. Le placard de Robert était à moitié vide. Sa tasse de café restait dans l'armoire. Je ne pouvais pas me résoudre à la déplacer. Non pas parce que je voulais qu'il revienne, mais parce que 25 ans ne peuvent pas être emballés dans des boîtes en carton en un seul week-end. Environ 3 semaines après son départ, j'ai reçu une épaisse enveloppe de son avocat. À l'intérieur se trouvaient les termes du divorce proposé. Mes mains tremblaient en les lisant. Selon la demande de Robert, presque tout ce qui avait une valeur significative était devenu d'une manière ou d'une autre sa contribution personnelle. Son entreprise de construction, ses comptes de retraite, plusieurs propriétés d'investissement, même le chalet au bord du lac que nous avions acheté 15 ans plus tôt. La proposition me laissait avec la maison, un modeste compte de retraite de mes années de bibliothécaire, et peu d'autres choses. J'ai lu les pages 3 fois, puis j'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyable. Je me souvenais exactement d'où venait l'argent pour acheter ce chalet. Je me souvenais d'avoir signé ses chèques. Je me souvenais d'avoir vendu quelque chose de précieux pour qu'il puisse faire ses investissements. Apparemment, Robert se souvenait d'une version différente de notre vie, ou peut-être espérait-il simplement que tout le monde le ferait. Ce dimanche-là, notre fille Émilie m'a invité à dîner. Son mari a fait griller des hamburgers pendant que mes 2 petits-enfants se poursuivaient dans le jardin. Les regarder jouer m'a rappelé que la vie continue même lorsque la nôtre semble figée. Après le dîner, Émilie a finalement posé la question qu'elle avait évitée. « Maman, vas-tu te battre contre lui ?» J'ai baissé les yeux surmontés. Je ne sais pas si j'appellerais ça se battre. Tu sais ce que je veux dire. Je sais. Elle a hésité. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'est ce qu'il dit ? Elle a semblé embarrassée. Je ne l'ai pas cru. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Ma chérie, ton père a travaillé incroyablement dur. C'est vrai. Je ne le nierai jamais. Mais les entreprises ne survivent pas seulement grâce au travail acharné. Elle a attendu tranquillement. Il y a eu des années où la paix passait avant les courses. Je me souviens. Il y a eu des années où les prêts bancaires étaient refusés. Je me souviens de celle-là aussi. Elle a froncé les sourcils. J'étais petite. Tu l'étais. Mais quelqu'un devait quand même s'assurer que les lumières restaient allumées. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai donc ouvert le vieux coffre en cèdre au pied de mon lit. À l'intérieur se trouvaient 25 ans de souvenirs. Des cartes de Noël, des photographies de famille, des lettres d'anniversaire, des reçus, des chèques annulés, des relevés hypothécaires, même de vieux calendriers avec des notes manuscrites. Je n'avais jamais eu l'intention de tout garder. C'était simplement devenu une habitude. Les bibliothécaires ne jettent pas l'histoire très facilement. Un dossier a attiré mon attention. À l'intérieur se trouvaient des copies du premier prêt commercial que Robert ait jamais reçu. Un autre document y était joint, un bordereau de dépôt. 32 000 $. Mon écriture remplissait la ligne du mémo. Investissement de la vente de la librairie. J'ai fermé les yeux. Ma petite librairie. J'avais presque oublié. Lorsque l'entreprise de Robert a failli faire faillite pendant notre 4e année de mariage, j'avais vendu la librairie que j'avais héritée de ma tante. Les gens pensaient que j'étais folle. Elle se redressera, m'avait dit mon ami. Ne vends pas. Mais je croyais en mon mari. La vente nous a donné assez d'argent pour maintenir l'entreprise en vie. Robert avait pleuré quand je lui avais remis le chèque de banque. Je n'oublierai jamais ça. Ces mots exacts. Je te jure, un jour, je ferai en sorte que ça en vaille la peine. Apparemment, les souvenirs vieillissent différemment selon la personne qui s'en souvient. Un mois plus tard, j'ai rencontré mon avocate, Suzanne Meunier. Elle pratiquait le droit de la famille depuis près de 30 ans. Après avoir lu la proposition de Robert, elle a enlevé ses lunettes et a soupiré. Evelyne ? Oui.
Est-ce vraiment tout? Que voulez-vous dire? La plupart des gens ne gardent pas des dossiers aussi organisés. J'ai souri faiblement. J'étais bibliothécaire. Elle a ri. Je suppose que c'est vrai. Puis elle est devenue sérieuse. Avez-vous contribué financièrement à l'entreprise? J'ai hoché la tête. Plus d'une fois. Pouvez-vous le prouver? Au lieu de répondre, j'ai glissé un autre dossier sur son bureau. Elle l'a ouvert lentement. Chèques annulés. Virement bancaire. Garantie de prêt. Déclaration de revenus. Acte de propriété. Un document après l'autre. Elle a arrêté de lire. M'a regardé. Puis s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Mon Dieu. Quoi? Vous avez gardé ça pendant 25 ans. Je n'ai jamais pensé que j'en aurais besoin. Elle a fermé doucement le dossier. Evelyne, cela change tout. Quelques jours plus tard, Robert a appelé à l'improviste. C'était la première fois que nous nous parlions depuis des semaines. J'ai entendu dire que tu avais engagé une avocate agressive. J'ai engagé une avocate juste. Il a soupiré de façon dramatique. Avons-nous vraiment besoin de faire ça? J'ai failli rire. C'est toi qui as demandé le divorce. Je sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait exactement? Il a fait une pause. Je ne veux juste pas que les choses deviennent laides. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine. Aucun de nous n'a parlé. Finalement, j'ai demandé tranquillement, Robert, crois-tu honnêtement que tu as tout construit tout seul? Sa réponse est venue rapidement. C'est moi qui travaillais 70 heures par semaine. Et moi, je faisais quoi? Silence. Assez long pour devenir une réponse. Je ne veux pas me disputer. Moi non plus. Mais la vérité a une façon d'exiger la conversation. Environ 2 semaines avant l'audience, Suzanne m'a invité à revenir à son bureau. J'aimerais que vous rencontriez quelqu'un. Un homme plus âgé s'est levé quand je suis entré. Cheveux gris. Yeux bienveillants. Mallette bien usée. Evelyne, a dit Suzanne, voici Harold Bernard. Le nom me semblait familier. Puis je me suis souvenu. Harold avait été le comptable de Robert pendant les 15 premières années de l'entreprise. Il a souri chaleureusement. Ça fait longtemps. Certainement. Il s'est assis avec précaution. Je ne travaille plus pour votre mari. J'ai entendu dire que vous aviez pris votre retraite. C'est exact. Il a hésité avant de poser une simple question. Evelyne? Oui. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez gardé vos dossiers. J'ai souri, non pas fièrement, non pas triomphalement, simplement avec une certitude tranquille. J'ai tout gardé. Harold a lentement hoché la tête. Alors Robert a commis la plus grande erreur de sa vie. Aucun de nous ne savait qu'une vidéo de famille oubliée se révélerait encore plus puissante que tous ces documents réunis. Et en moins de 3 semaines, toute la salle d'audience verrait pourquoi. Plus nous approchions de l'audience, plus je devenais calme. Cela a surpris tout le monde autour de moi. Émilie appelait presque tous les soirs. Maman, est-ce que tu dors? Oui. Vraiment? Vraiment. Elle a fait une pause. Je ne comprends pas comment tu es si calme. J'ai souri au téléphone. Quand tu as passé 25 ans à te dire la vérité chaque jour, tu n'as pas aussi peur de la salle d'audience que quelqu'un qui s'est raconté une histoire différente. Elle n'a pas répondu tout de suite. J'aimerais être aussi forte que toi. Je ne suis pas plus forte que n'importe qui d'autre. J'ai simplement fini de faire semblant. Une semaine avant l'audience, Harold Bernard nous a invités, Suzanne et moi, dans son bureau à domicile. La retraite lui convenait. Au lieu de lumière fluorescente et de classeurs, il travaillait maintenant depuis un bureau aménagé donnant sur un étang tranquille derrière sa maison. Les murs étaient tapissés de livres de comptabilité qui semblaient avoir été ouverts 1000 fois. Harold a posé un classeur épais sur la table. J'ai tout examiné. Suzanne s'est penchée en avant. Qu'avez-vous trouvé? Il a ajusté ses lunettes. J'ai trouvé exactement ce à quoi je m'attendais. Il a ouvert le classeur.
Il y a eu des années où l'entreprise de Robert n'aurait pas survécu sans le soutien financier d'Evelyne. Il a tourné une autre page. Ses dépôts correspondent à ses comptes personnels. Une autre page. Ses garanties de prêt ne portent que sa signature. Une autre. Et ses achats de biens immobiliers ont clairement utilisé le produit de la librairie qu'elle a vendu. Suzanne a lentement hoché la tête. C'est substantiel. Harold a souri doucement. C'est plus que substantiel. Il m'a regardé. C'est la véritable histoire. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là. La vérité ne crie pas. Elle ne demande pas d'attention. Elle attend simplement patiemment que quelqu'un la demande enfin. Alors, quand je suis rentré à la maison, j'ai décidé qu'il était enfin temps de nettoyer le grenier. Non pas parce que j'aimais le nettoyage, mais parce que j'avais besoin de quelque chose d'ordinaire pour occuper mon esprit. De vieilles boîtes étaient là depuis des années. Des décorations de Noël, les annuaires de lycée d'Émilie, les trophées de baseball de Michel, des cassettes que personne ne pouvait plus lire, plusieurs albums de photos. Puis j'ai trouvé une boîte en carton poussiéreuse étiquetée de ma propre main, vidéo de famille. J'ai souri. Robert avait adoré acheter de nouvelles caméras. Tous les quelques années, il insistait sur le fait que la technologie s'était suffisamment améliorée pour que nous en ayons besoin d'une autre. Nous avions des étagères pleines de DVDs, de cartes mémoire et de vieilles cassettes vidéo. J'ai descendu la boîte, principalement par curiosité. Peut-être que regarder des moments plus heureux me rappellerait que notre mariage n'avait pas toujours été en train de se terminer. Ce soir-là, Michel est passé à l'improviste. Il m'a trouvé assise sur le sol du salon, entouré de vieux albums de photos. Je me suis dit que j'allais aider. Tu as toujours détesté organiser. Je déteste toujours ça. Il s'est assis à côté de moi quand même. Pendant près d'une heure, nous avons ri de photographies qu'aucun de nous n'avait vues depuis des années. Émilie avec un appareil dentaire, Robert essayant de cuisiner le dîner de Thanksgiving d'une année et déclenchant presque le détecteur de fumée, ma défunte mère apprenant aux petits-enfants à faire des tartes. Puis Michel a pris l'un des DVDs. Tu te souviens de ça? J'ai regardé l'étiquette délavée. 20e anniversaire de l'entreprise. Oh mon Dieu! J'avais oublié ça. L'entreprise de Robert avait célébré ses 20 ans d'existence avec un petit banquet dans un hôtel local. Le mari d'Émilie s'était porté volontaire pour enregistrer les discours pour la famille. Nous n'avions jamais regardé la vidéo par la suite. La vie était simplement devenue trop chargée. Michel s'est levé. Tu veux la voir? J'ai haussé les épaules. Pourquoi pas? Elle. La télévision s'est allumée. L'image n'était pas parfaite. Le son crépitait de temps en temps, mais tout le monde était reconnaissable. Les employés remplissaient des tables rondes décorées de ballons bleus et argentés. Robert avait l'air plus jeune, en meilleure santé, plus heureux. Il s'est avancé derrière le podium tandis que les gens applaudissaient. Je n'aurais rien pu faire de tout cela seul. J'ai souri tristement. J'avais déjà entendu ces mots. Puis il a continué. En fait, a-t-il ri. La décision commerciale la plus intelligente que j'ai jamais prise n'a pas été d'acheter de l'équipement. Ce n'était pas d'embaucher des employés. C'était d'épouser Evelyne. Le public a ri chaleureusement. J'ai senti ma gorge se serrer. Sur l'écran, Robert regardait directement vers ma table. La plupart des gens pensent que j'ai construit cette entreprise. Ils ont tort. Il a pointé du doigt vers moi. Ma femme a investi chaque centime qu'elle avait quand l'entreprise a failli faire faillite. Si elle n'avait pas cru en moi, il n'y aurait pas d'entreprise. Harold avait raison. Ce n'était pas de l'émotion. Ce n'était pas une opinion. C'était la propre voix de Robert, ses propres mots, enregistrés des années avant que quiconque n'imagine un divorce. Michel a lentement baissé la télécommande. Maman. Aucun de nous n'a bougé. La vidéo a continué. Un employé s'est levé pour porter un toast. Robert l'a interrompu. Non. Si nous devons reconnaître quelqu'un ce soir, ce devrait être Evelyne. Il a traversé la pièce. La caméra l'a suivi. Il a passé un bras autour de mes épaules. Cette entreprise nous appartient à tous les deux. Il se trouve juste que c'est moi qui porte les bottes de travail.
Tout le monde a ri. Je me souvenais de cette nuit-là. Je me souvenais d'avoir rougi parce que je détestais être le centre de l'attention. Ce dont je ne me souvenais pas, c'est que chaque mot avait été enregistré. Michel a regardé fixement la télévision. J'avais complètement oublié ça. Moi aussi. Il m'a regardé attentivement. Papa n'a rien dit de tout ça pendant la déposition. Je sais. Il a témoigné que l'entreprise était entièrement la sienne. Je sais. Il avait l'air presque malade. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. L'écran avait déjà répondu pour moi. Le lendemain matin, je suis allé directement au bureau de Suzanne avec le DVD. Elle a souri en me voyant entrer. Trouvez quelque chose d'intéressant? Je pense que oui. 20 minutes plus tard, nous regardions ensemble. Aucune de nous n'a parlé jusqu'à la fin du générique. Finalement, Suzanne a pris la télécommande. Evelyne? Oui. Ceci, a-t-elle dit en pointant l'écran vide, est extraordinaire. Vraiment? Elle a hoché la tête lentement. Les dossiers financiers prouvent les contributions. Les documents prouvent la propriété. Mais ceci, a-t-elle fait une pause? C'est sa propre admission volontaire. Personne ne l'a pressée. Aucun avocat n'a préparé ses remarques. Il ne se défendait pas. Il disait simplement la vérité. Elle s'est penchée en arrière. Et maintenant, son témoignage sous serment dit exactement le contraire. Cet après-midi-là, Suzanne m'a demandé quelque chose d'inattendu. Avez-vous regardé le reste? Le reste? Les vidéos de famille. J'ai secoué la tête. Il y en a des dizaines. Je pense que vous devriez. Alors je l'ai fait. Pendant les 2 jours suivants, j'ai regardé 25 ans de la vie de ma famille. Matin de Noël, remise de diplôme, barbecue, fête d'anniversaire, voyage de camping, moments ordinaires. Puis, lors d'un pique-nique du 4 juillet, près de 12 ans plus tôt, un autre enregistrement m'a glacé. Robert se tenait à côté de notre fils près du grill. Michel a demandé, « Papa, qui a eu l'idée d'acheter le chalet au bord du lac ?» Robert a ri. « Ta mère. Le meilleur investissement que nous ayons jamais fait. Et si elle n'avait pas vendu la librairie? Il n'a même pas hésité. Alors nous aurions probablement tout perdu. » Il a regardé directement la caméra. Je dois à cette femme plus que je ne pourrai jamais lui rendre. J'ai couvert ma bouche. Non pas parce que je pleurais, mais parce que je ne pouvais pas croire que l'homme assis en face de moi au tribunal avait un jour parlé avec une telle gratitude. Quelque part en cours de route, le succès ne l'avait pas simplement changé. Il avait effacé sa mémoire des personnes qui l'avaient porté jusque-là. 2 jours avant l'audience, Suzanne a soigneusement copié chaque clip pertinent sur une seule clé USB. Elle l'a simplement étiqueté pièce 14. Pas de titre dramatique, pas de ruse, pas de montage, seulement des enregistrements complets et non altérés avec les dates originales intactes. En me la tendant, elle a souri. Vous savez ce qui est remarquable? Quoi? Vous n'avez jamais cherché à vous venger. J'y ai pensé. Elle avait raison. Je n'avais pas cherché de preuves pour détruire Robert. J'avais simplement ouvert une boîte de souvenirs de famille. La vérité avait attendu là tout ce temps. Aucune de nous n'aurait pu imaginer ce qui se passerait une fois que les lumières du tribunal s'éteindraient. Et que le juge appuierait sur lecture. Le matin de l'audience, je me suis réveillé avant l'aube. Non pas parce que j'étais nerveuse, mais parce qu'après des mois d'incertitude, je savais enfin que quoi qu'il arrive ce jour-là, je ne passerais pas une autre nuit à me demander si j'en avais fait assez. J'ai fait mon lit, arrosé les fleurs, nourri les oiseaux qui visitaient mon jardin chaque matin. Les cardinaux venaient depuis des années. Ils ne savaient pas que mon mariage se terminait. Ils ne se souciaient pas des salles d'audience ou des documents juridiques. La vie continuait simplement. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans. Je me suis habillé avec soin d'un tailleur bleu marine que j'avais porté au mariage d'Émilie des années plus tôt. Rien de cher, rien de tape à accent grave-l'œil, juste quelque chose qui me rappelait que j'avais vécu des jours joyeux avant celui-ci. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu exactement ce dont Robert s'était moqué. Des cheveux gris, des ridules autour de mes yeux, des mains ridées. J'ai souri quand même.
Ces ridules avaient mérité chaque année qu'elles représentaient. Je n'avais honte d'aucune d'entre elles. Le palais de justice du centre-ville de Columbus était déjà animé lorsque Suzanne et moi sommes arrivés. Des familles attendaient tranquillement dans le couloir. Des avocats se dépêchaient entre les salles d'audience, portant d'épais dossiers. Un jeune couple était assis sur un banc en bois, évitant de se regarder. Un homme plus âgé faisait les 100 pas nerveusement en lisant des papiers. Le divorce avait un visage différent sur chaque personne. La douleur ne suit jamais un seul modèle. Suzanne a touché mon coude. Prête? Je pense que oui. Si à un moment donné vous avez besoin d'une pause, dites-le moi simplement. Ça ira. Elle a souri. Je sais que ça ira. Robert était déjà à l'intérieur. Son costume anthracite sur mesure semblait tout neuf. Sa montre en argent captait les lumières de la salle d'audience chaque fois qu'il bougeait le bras. À côté de lui était assis son avocat, Daniel Dubois, un avocat spécialisé en divorce bien connu dans notre comté. Derrière eux, j'ai remarqué un visage familier, une femme d'une trentaine d'années. Belle, élégante. Elle portait une robe de couleur crème et était assise tranquillement, les mains croisées sur ses genoux. Elle ne souriait pas. J'ai réalisé qu'elle devait être la femme que Robert avait choisie à ma place. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Il n'y avait pas de colère dans les siens, seulement de l'incertitude. Il m'est venu à l'esprit qu'elle croyait probablement tout ce que Robert lui avait dit, qu'il avait bâti son entreprise seul, que j'avais très peu contribué, qu'il était resté piégé dans un mariage malheureux. Si c'étaient les histoires qu'elle avait entendues, je ne pouvais pas entièrement la blâmer. Elle ne connaissait qu'une seule version. J'en connaissais une autre. Le juge est entré ponctuellement à 9 heures. Tout le monde s'est levé. Après les formalités habituelles, les deux avocats ont présenté leur déclaration liminaire. Daniel a parlé en premier. Il a brossé un tableau simple. Mon client a bâti une entreprise prospère grâce à des décennies de travail acharné. Il demande respectueusement une répartition équitable conforme à ses contributions individuelles. Individuelle. Le mot a persisté dans mon esprit. Suzanne s'est levée à son tour. Sa voix est restée calme. Cette affaire ne vise pas à punir le succès. Elle vise à reconnaître la vérité. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a accusé personne de mauvaise moralité. Elle a simplement décrit 25 ans d'efforts partagés. Quand elle a terminé, le juge a hoché la tête pensivement. Puis il s'est tourné vers moi. Madame Cartier. Oui, votre honneur. Comprenez-vous la division des biens proposés? Oui. Êtes-vous d'accord avec elle? J'ai croisé les mains. Bien sûr. De l'autre côté de la pièce, Robert s'est visiblement détendu. Daniel a même pris son stylo, supposant que l'affaire était presque terminée. Mais avant de répondre complètement, j'aimerais que le tribunal voie une pièce à conviction. Suzanne s'est immédiatement levée. Votre honneur, nous aimerions présenter la pièce 14. Daniel a froncé les sourcils. Nous avons déjà échangé les pièces. En effet, a répondu Suzanne. Cette pièce a été divulguée en temps opportun. Le juge a jeté un coup d'œil aux documents devant lui. Il semble que ce soit le cas. Daniel a semblé légèrement irrité mais n'a pas objecté. Le juge a hoché la tête. Très bien. Quelle est la pièce 14? Suzanne a regardé vers le greffier. Une vidéo de famille enregistrée. L'expression de Robert a à peine changé. Pour la première fois ce matin-là, il avait l'air curieux plutôt que confiant. Les lumières de la salle d'audience se sont légèrement tamisées. Le greffier a inséré la clé USB dans le moniteur de la salle d'audience. Le grand écran a vacillé puis s'est allumé. De vieilles images sont apparues. Des ballons bleus, des tables de banquet rondes, des employés riant ensemble. La célébration de l'anniversaire de l'entreprise de Robert. J'ai vu Robert se redresser sur sa chaise. Il se souvenait clairement de l'événement. Il ne se souvenait tout simplement pas de la caméra. Sa jeune compagne s'est penchée en avant avec intérêt. L'enregistrement a commencé. Robert s'est dirigé avec assurance vers le podium. La salle sur l'écran a applaudi. Puis sa propre voix a rempli la salle d'audience. Je n'aurais rien pu faire de tout cela seul. Personne n'a bougé.
Il a continué. La décision la plus intelligente que j'ai jamais prise a été d'épouser Evelyne. Le juge a brièvement levé les yeux de ses notes. Robert s'est agité mal à l'aise. Sur la vidéo, il souriait fièrement. Ma femme a investi chaque centime qu'elle avait quand cette entreprise a failli faire faillite. Si elle n'avait pas cru en moi, il n'y aurait pas d'entreprise. Silence. Silence complet. Le seul son dans la salle d'audience provenait des haut-parleurs. Robert a dégluti difficilement. Daniel a lentement baissé son bloc-notes. La jeune femme assise derrière Robert a regardé de l'écran à Robert, puis de nouveau à l'écran. Son visage avait commencé à changer. La confusion a remplacé la confiance. La vidéo a continué. Robert a passé son bras autour de mes épaules. Cette entreprise nous appartient à tous les deux. Il se trouve juste que c'est moi qui porte les bottes de travail. Plusieurs personnes dans la salle d'audience ont instinctivement jeté un coup d'œil vers Robert. Il regardait droit devant lui. Sa mâchoire s'est crispée. L'enregistrement s'est terminé. Pas de musique dramatique. Pas de montage. Seulement le clic silencieux de l'écran retournant au noir. Le juge a enlevé ses lunettes. Monsieur Cartier. Robert s'est éclairci la gorge. Oui, votre honneur. Cet enregistrement était-il authentique? Oui. Vous parliez volontairement? Oui. Personne ne vous a demandé de faire ces déclarations? Non. Le juge a hoché la tête lentement. Je vois. Daniel s'est penché vers son client et a chuchoté avec urgence. Robert a chuchoté quelque chose en retour. Aucun des deux n'avait l'air à l'aise désormais. Suzanne s'est de nouveau levée. Votre honneur, avec la permission du tribunal, nous avons d'autres clips. Le juge a hoché la tête. Procédez. Le deuxième enregistrement est apparu. Un pique-nique du 4 juillet. Des enfants courant à travers les arroseurs. Des hot-dogs grésillant sur le grill. La voix plus jeune de Michel a demandé, « Papa, qu'est-ce qui serait arrivé si maman n'avait pas vendu la librairie ?» Robert a ri naturellement. Nous aurions probablement tout perdu. Il a souri à la caméra. Je dois à cette femme plus que je ne pourrai jamais lui rendre. La vidéo s'est arrêtée. De nouveau, le silence. Le juge a croisé les mains. Monsieur Cartier, votre affidavit financier sous serment suggère que votre entreprise a été créée entièrement grâce à vos efforts indépendants. Robert a hésité. Ce que je voulais dire, c'est... Le juge l'a interrompu doucement. Je pose une question simple. Quelle déclaration est vraie? Celle que vous avez faite volontairement pour votre famille ou celle que vous avez faite sous serment dans cette salle d'audience? Robert a ouvert la bouche, l'a refermée. Aucune réponse n'est venue. La salle d'audience est restée silencieuse. Non pas parce que quiconque appréciait de voir un homme acculé. Mais parce que tout le monde a reconnu la même chose au même moment. La vérité ne devient pas moins vraie simplement parce que quelqu'un la trouve plus tard gênante. Suzanne a tranquillement remis un autre dossier au juge. Nos preuves documentaires correspondent directement aux admissions faites dans les enregistrements. Le juge a passé plusieurs minutes à examiner les chèques annulés, les documents de prêt, les registres de propriété et les transferts d'investissement. Toutes les quelques pages, il jetait un coup d'œil vers Robert. Finalement, il a levé les yeux. Maître Dubois. Daniel s'est levé. Oui, votre honneur. Je crois que nous pourrions avoir un problème concernant l'exactitude des divulgations financières antérieures. Daniel a hoché la tête lentement. Je comprends l'inquiétude du tribunal. Pour la première fois depuis que Robert avait demandé le divorce, personne dans la salle d'audience ne parlait de mon âge. Il parlait d'honnêteté, et l'audience ne faisait que commencer. L'audience ne s'est pas terminée cet après-midi-là. Contrairement à ce que les séries télévisées dramatiques dépeignent souvent, les juges ne prennent généralement pas de décisions qui changent la vie en quelques minutes dramatiques. Ils posent des questions. Ils examinent les preuves. Ils s'assurent que les faits soutiennent les conclusions. La juge Marguerite Lemoine n'était pas différente. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a fermé l'épais dossier devant elle. Je suspends cette affaire pour un examen financier plus approfondi. L'avocat de Robert s'est immédiatement levé. Votre honneur, si je puis me permettre.
Vous ne pouvez pas, a-t-elle répondu poliment mais fermement. Elle a regardé directement Robert. Monsieur Cartier, vos déclarations enregistrées et vos divulgations financières sous serment semblent être incohérentes. Puis elle s'est tournée vers les deux avocats. J'attends une documentation complète concernant l'acquisition de chaque actif contesté. Elle a jeté un coup d'œil à son calendrier. Nous nous retrouverons dans 3 semaines. Le marteau a frappé doucement. La séance est levée. Personne ne s'est précipité vers moi par la suite. Il n'y avait pas de journalistes qui attendaient dehors. Pas d'applaudissements dramatiques. Juste des gens ordinaires qui quittaient tranquillement une autre journée au palais de justice. Je préférais que ce soit ainsi. Suzanne a rassemblé nos dossiers pendant que j'enfilais mon manteau. Vous vous êtes magnifiquement comporté, a-t-elle dit. Je n'essayais pas de faire un spectacle. Je sais. Elle a souri. C'est exactement pour cela que la juge a écouté. Alors que nous sortions dans le couloir, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Evelyne. Je me suis retourné. C'était Daniel Dubois, l'avocat de Robert. Il avait l'air plus âgé qu'il y a quelques heures à peine. Je voulais dire quelque chose. J'ai attendu. Il a hésité. Je n'avais jamais vu ces enregistrements. Je supposais que non. Si j'avais su. Il s'est arrêté. L'éthique professionnelle l'empêchait d'en dire trop. Au lieu de cela, il a simplement hoché la tête. Je vous souhaite bonne chance. À vous aussi. Il s'est éloigné sans un autre mot. Pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose d'important. Tous ceux qui se tenaient aux côtés de Robert n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait fait. Certains avaient simplement cru la version des événements qu'il présentait. Dehors, l'air d'automne semblait plus frais que ce matin-là. Émilie s'est dépêchée vers moi. Elle avait attendu dehors parce qu'elle ne pouvait pas supporter de assister à l'audience. Maman. Elle m'a serré fort dans ses bras. Comment ça s'est passé? J'ai souri. Elle a regardé Suzanne. Suzanne a ri doucement. C'est probablement le meilleur résumé. Michel nous a rejoints quelques minutes plus tard. Son expression portait à la fois soulagement et regret. J'ai regardé la seconde moitié depuis la galerie. J'ai hoché la tête. Je sais. Il a baissé les yeux sur le trottoir. J'ai honte. J'ai cru papa. Tu étais son fils. J'aurais quand même dû poser plus de questions. J'ai posé ma main sur son épaule. Non. Tu aimais ton père. Il n'y a rien de honteux à cela. Il a levé les yeux. Mais j'ai douté de toi. J'ai souri doucement. Les familles font des erreurs. L'important, c'est ce que nous choisissons après les avoir reconnus. 3 jours plus tard, Suzanne a appelé. Le juge a nommé un expert comptable judiciaire. J'ai failli rire. Un expert comptable judiciaire? Oui. Ils vont examiner chaque registre commercial, achat de propriété, compte d'investissement et transfert financier. Combien de temps cela prendra-t-il? Probablement plusieurs semaines. Et si tout correspond à nos dossiers? Ce sera le cas. Elle semblait exceptionnellement confiante. Robert a sous-estimé 2 choses. Quoi? Votre mémoire. Et votre système de classement. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri sans me forcer. L'enquête s'est étendue sur près de 2 mois. La vie s'est installée dans un rythme inattendu. Chaque mardi, Suzanne me tenait au courant. Chaque jeudi, dîner avec Émilie. Chaque samedi, je faisais du bénévolat à la bibliothèque. Je refusais de laisser le divorce devenir toute mon identité. Un après-midi, en rangeant des livres, Madame Martin m'a souri. Vous semblez plus légère. Je me sens plus légère. Tout est réglé. Pas encore. Alors pourquoi semblez-vous plus heureuse? J'ai réfléchi à la question. Finalement, j'ai répondu honnêtement. Parce que je ne porte plus la version de ma vie de quelqu'un d'autre. Elle a hoché la tête pensivement. Je comprends exactement ce que vous voulez dire. Je soupçonnais qu'elle le comprenait. La plupart des gens de plus de 60 ans ont vécu assez longtemps pour savoir ce que c'est que d'être mal compris. Début décembre, Suzanne a de nouveau appelé. Cette fois,
sa voix était pleine d'excitation. Le rapport est terminé. Et vous aviez raison. Qu'ont-ils trouvé? Plus que ce à quoi on s'attendait. L'expert comptable judiciaire avait confirmé presque tous les points majeurs que nous avions soulevés. L'entreprise avait reçu un soutien financier substantiel de mes actifs personnels au cours de ces premières années. Plusieurs propriétés d'investissement avaient été achetées en utilisant le produit de compte détenu conjointement pendant notre mariage. Le chalet au bord du lac avait été partiellement financé par de l'argent directement traçable à la vente de ma librairie. Plus troublant encore, Robert n'avait pas déclaré de compte d'investissement d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. Suzanne a fait une pause avant de continuer. Le juge ne va pas aimer ça. Moi non plus. Non pas à cause de l'argent, mais parce qu'après 25 ans ensemble, Robert avait choisi la tromperie au lieu de l'honnêteté. Cette prise de conscience faisait bien plus mal que n'importe quel état financier. L'audience finale a eu lieu juste avant Noël. Cette fois, la salle d'audience semblait très différente. Robert avait l'air épuisé. Ses épaules étaient affaissées. La confiance qu'il avait remplie lors de notre première audience avait tranquillement disparu. La jeune femme n'était pas là, je l'ai remarqué immédiatement. Je n'ai pas demandé pourquoi. Ce n'était pas ma place. La juge Lemoine est entrée en portant le rapport de l'expert. Elle a passé près de 15 minutes à résumer ses conclusions. Personne n'a interrompu. Finalement, elle a regardé directement Robert. Les preuves établissent que Madame Cartier a apporté des contributions financières substantielles tout au long du mariage. Elle a tourné une autre page. Elles établissent également que les actifs matrimoniaux ont été matériellement sous-évalués au cours de cette procédure. Robert a baissé les yeux. Le juge a continué. En conséquence, a-t-elle expliqué sa décision avec soin. L'entreprise resterait à Robert. Elle n'avait aucun intérêt à démanteler l'entreprise ou à mettre en péril les moyens de subsistance de ses employés. Au lieu de cela, sa valeur serait calculée équitablement. Je recevrais ma part légale. Les propriétés d'investissement seraient divisées équitablement. Le chalet au bord du lac serait vendu à moins que nous ne parvenions à un autre accord. Ma retraite resterait intacte. Robert rembourserait mes frais de justice. Plus important encore, le tribunal reconnaissait formellement mes contributions financières et non financières tout au long du mariage. Quand la juge Lemoine a terminé, elle m'a regardé directement. Madame Cartier. Oui, votre honneur. J'espère que ce jugement vous permettra d'aller de l'avant paisiblement. C'est le cas. Puis elle a regardé Robert. Monsieur Cartier. Il s'est lentement levé. Je vous encourage à vous souvenir de quelque chose. La loi mesure les contributions financières, mais un mariage réussi est bâti sur de nombreuses formes de travail. Ces mots sont restés en suspens dans la salle d'audience. Pas de sermon. Pas d'humiliation. Juste de la sagesse acquise au fil des années sur le banc. Alors que tout le monde commençait à rassembler ses papiers, j'ai remarqué un mouvement près de la porte de la salle d'audience. La jeune femme était entrée discrètement. Peut-être était-elle arrivée en retard. Peut-être voulait-elle seulement connaître l'issue. Elle a regardé vers Robert. Il l'a regardé en retour. Aucun d'eux n'a parlé. Elle a lentement retiré la bague de fiançailles de son doigt, l'a placée dans sa main, puis est partie. Pas de cris. Pas de larmes. Pas de scène dramatique. Seulement la fin tranquille d'une autre illusion. Je ne me suis pas senti victorieuse en la regardant partir, seulement triste. Elle aussi avait cru à une histoire qui n'était pas vraie. En sortant du palais de justice cet après-midi-là, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. La justice m'avait apporté la paix, mais elle ne m'avait pas apporté la joie. Parce que la vraie victoire n'a jamais été de voir Robert perdre. C'était de finalement récupérer la vérité de la vie que nous avions réellement vécue. Noël est arrivé tranquillement cette année-là. Pour la première fois en 25 ans, je n'ai pas accroché la chaussette de Robert au-dessus de la cheminée. Je l'ai tenue dans mes mains pendant plusieurs minutes avant de la placer dans un coffre en cèdre dans la chambre d'amis. Non pas parce que je le détestais. Non pas parce que je voulais l'effacer. Mais parce que certaines traditions appartiennent à une saison de la vie qui est déjà terminée. Je n'étais plus en colère. J'apprenais simplement à vivre différemment. Émilie a insisté pour que tout le monde célèbre Noël chez elle. J'ai ri.
Depuis quand es-tu devenu le parent? Pas du tout. Absolument que si. Pour la première fois depuis des mois, notre rire est venu naturellement. Il n'y avait pas de faux semblants, pas d'évitement soigneux des sujets douloureux. La vie commençait à faire de nouveau de la place au bonheur. Les petits-enfants décoraient des biscuits pendant que la musique de Noël jouait doucement en fond sonore. Les regarder étaler du glaçage partout sauf sur les biscuits m'a rappelé que la joie arrive rarement sous une forme parfaite. Parfois, elle porte des doigts collants et trop de glaçage rouge. Robert n'était pas là. Les enfants l'avaient invité. Il a refusé. Michel m'a dit plus tard que son père prétendait être trop occupé. Nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Parfois, la honte éloigne les gens bien plus efficacement qu'un emploi du temps chargé. J'ai prié pour qu'un jour il cesse de se cacher, non pas pour moi, mais pour lui. Janvier a apporté une autre surprise. J'ai reçu une lettre d'Harold Bernard. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Chère Evelyne, je voulais que vous sachiez à quel point j'ai été fier de la dignité dont vous avez fait preuve tout au long de ce processus. J'ai passé 42 ans à regarder les gens se détruire mutuellement pour de l'argent. Vous ne l'avez jamais fait. Vous avez simplement défendu la vérité. Il y a une différence importante. J'espère que vous apprécierez les années à venir. Vous les avez méritées. Votre ami, Harold. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai placée à côté de mon album de mariage. Curieusement, elle y avait sa place. Non pas parce qu'elle célébrait mon mariage, mais parce qu'elle honorait l'honnêteté qui a survécu après la fin de mon mariage. Au début du printemps, les nouvelles en ville ont commencé à changer. Pas des commérages, juste des conversations d'affaires ordinaires. Un après-midi, je me suis arrêté à la quincaillerie pour acheter des graines de fleurs. Le propriétaire m'a reconnu. Madame Cartier. Bonjour. Il a hésité avant de parler. J'ai entendu dire que l'entreprise de Robert avait perdu le contrat de rénovation de l'hôpital. Je n'étais pas au courant. Ils l'ont donné à un autre entrepreneur. Je suis désolé d'entendre ça. Et je le pensais. En rentrant chez moi, je me suis surprise à penser à tous ses employés. Beaucoup avaient travaillé pour Robert pendant des décennies. Ils avaient des familles, des hypothèques, leurs propres petits-enfants. Je ne voulais pas que l'entreprise échoue. La justice n'avait jamais exigé cela. Plus tard cette semaine-là, j'ai appris que 2 chefs de projet de longue date avaient pris leur retraite plus tôt que prévu. Un autre estimateur a accepté un poste dans une entreprise concurrente. L'entreprise ne s'effondrait pas, mais elle changeait. La confiance une fois endommagée revient rarement du jour au lendemain. Un après-midi, Michel est passé avec 2 tasses de café. Je me suis dit qu'on devrait parler. Nous nous sommes assis sur la véranda à regarder les écureuils courir dans le jardin. Il avait l'air mal à l'aise. J'ai déjeuné avec papa hier. J'ai attendu tranquillement. Il n'a pas l'air d'être lui-même. Que veux-tu dire? Il a à peine parlé. Michel a regardé son café. Il a demandé de tes nouvelles. Que lui as-tu dit? Que tu fais de nouveau du bénévolat, que tu jardines, que les petits-enfants continuent de voler des biscuits dans ta cuisine. J'ai souri. Et il a pleuré. Je me suis tourné vers mon fils. Ton père a pleuré? Michel a hoché la tête lentement. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'arrêtait pas de répéter la même phrase. Michel a dégluti difficilement. J'ai jeté la seule personne qui croyait en moi avant tout le monde. Les mots se sont posés sur nous comme une pluie douce. J'ai fermé les yeux. Pendant des années, j'avais imaginé entendre Robert admettre la vérité. Je pensais que ce serait satisfaisant. Au lieu de cela, c'était déchirant. Un mois plus tard, Émilie m'a invité au concert de l'école de Lise. Robert est venu aussi. C'était la première fois que nous nous voyions en dehors du tribunal. Nous sommes arrivés séparément, nous sommes assis à plusieurs rangées d'intervalles. Aucun de nous ne voulait que notre petite fille soit distraite par la tension familiale. Après la fin du concert, Lise a couru vers nous. Mamie, papy. Sans réfléchir, elle a attrapé nos 2 mains. Vous m'avez entendu chanter? Tu as été merveilleuse, lui ai-je dit. La meilleure chanteuse là-bas, a ajouté Robert. Elle rayonnait.
Les enfants ont un don extraordinaire. Pendant quelques brefs instants, ils rappellent aux adultes ce qui compte le plus. Quand Émilie a appelé Lise pour des photos, Robert est resté à côté de moi. Aucun de nous n'a parlé immédiatement. Finalement, il a rompu le silence. Tu as l'air bien. Toi aussi. Ce n'était pas tout à fait vrai. Il avait l'air plus mince, plus âgé, plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Le succès l'avait autrefois fait se tenir plus droit. Le regret semblait avoir courbé ses épaules. J'avais l'intention d'appeler. Tu ne l'as pas fait. Je n'étais pas sûr que tu répondrais. J'aurais répondu. Il a semblé surpris. Je ne te déteste pas, Robert. Il a regardé le sol. Je sais. Je déteste ce qui s'est passé. C'est différent. Il a hoché la tête lentement. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'imagine que oui. Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Je n'ai pas été en désaccord. Il n'y avait pas besoin. Il le savait déjà. Quelques semaines plus tard, Michel nous a invités tous les deux chez lui pour la fête d'anniversaire de notre petit-fils Noé. Il a appelé avant. Maman? Oui. Je sais que c'est gênant. Ça n'a pas à l'être. Tu serais vraiment d'accord si papa venait? Bien sûr. Cette journée ne nous concerne pas. Quand je suis arrivé, Robert était déjà là en train d'aider Noé à monter un vélo. Il a semblé nerveux en me voyant. J'ai simplement souri. Besoin d'une autre clé. Il a cligné des yeux. En fait, oui. Pendant les 15 minutes suivantes, nous avons tranquillement monté un vélo ensemble. Pas comme mari et femme, pas comme ennemis, juste comme deux grands-parents essayant de serrer correctement les petits trous. Émilie regardait depuis la fenêtre de la cuisine. Plus tard, elle m'a serré dans ses bras. Je ne pensais pas que ce jour arriverait un jour. Je l'ai embrassé sur le front. Les familles guérissent un moment ordinaire à la fois. Ce soir-là, alors que tout le monde se préparait à partir, Michel m'a accompagné à ma voiture. Tu sais ce que j'ai appris? Quoi? J'ai passé des mois à croire que cette histoire parlait de divorce. Il a secoué la tête. Ce n'était pas le cas. C'était une question d'orgueil. J'ai regardé en arrière vers la maison où Robert se tenait, saluant les petits-enfants. Oui, ai-je dit doucement. Et l'orgueil coûte toujours plus cher que ce que l'on attend. Près d'un an s'est écoulé avant que Robert ne demande à me voir. Pas par l'intermédiaire d'un avocat, pas par l'intermédiaire de nos enfants. Il a appelé mon téléphone portable lui-même, un mardi après-midi tranquille. J'ai failli ne pas reconnaître sa voix. Elle semblait plus douce, moins assurée. Evelyne? Bonjour, Robert. J'espère que je ne te dérange pas. Non. Il a hésité plusieurs secondes. Je me demandais, sa voix s'est étranglée, si tu serais d'accord pour prendre un café avec moi. Pas un dîner, pas une conversation sur le fait de se remettre ensemble, juste un café. Pour des raisons que je ne pouvais pas entièrement expliquer, j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans le même petit restaurant où nous avions eu notre premier rendez-vous plus de 25 ans auparavant. Très peu de choses avaient changé. Les banquettes étaient toujours recouvertes de vinyle Bordeaux délavé. La serveuse portait toujours une cafetière comme si elle faisait partie de son bras. La vitrine à tarte tentait toujours chaque client qui franchissait la porte. Je suis arrivé la première. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Quelques minutes plus tard, Robert est entré. Pendant un moment, je l'ai à peine reconnu. Il avait l'air plus âgé qu'il y a un an à peine. Non pas à cause des cheveux gris. Nous avions tous les deux mérité cela il y a longtemps. C'était quelque chose derrière ses yeux. Humilité, regret, solitude. Il a souri incertainement. Merci d'être venu. J'ai dit que je viendrais. Il s'est assis en face de moi. La même banquette. La même fenêtre. Deux personnes très différentes. La serveuse a versé notre café. Aucun de nous n'y a touché. Finalement, Robert a pris une profonde inspiration. J'ai répété cette conversation une centaine de fois. Et aucune ne sonnait juste. J'ai souri doucement. Il a hoché la tête.
J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Pendant une minute entière, aucun de nous n'a parlé. Puis il m'a regardé directement. J'ai présenté mes excuses aux enfants. Ils me l'ont dit. Je devais te présenter mes excuses. J'ai attendu tranquillement. J'ai passé des mois à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Je ne sais toujours pas complètement. Je suis devenu obsédé par l'idée de rester jeune. Il a ri amèrement. J'ai acheté des montres chères, des voitures de sport, des costumes sur mesure. Je me suis convaincu que si quelqu'un de plus jeune m'admirait, cela signifiait que je ne vieillissais pas. Il a baissé les yeux sur ses mains. Mais vieillir n'était pas ce qui m'effrayait. Ce qui m'effrayait, c'était d'admettre que je ne pouvais pas arrêter le temps. J'ai écouté sans interrompre. Il n'y avait plus rien à débattre. Il a continué. Alors je t'ai blâmé. Tu es devenu le miroir qui me rappelait mon propre âge. Sa voix s'est brisée. Et ce n'était pas juste. Non, ai-je dit doucement. Ce n'était pas juste. Il a essuyé ses yeux. Je ne suis pas parti parce que tu n'étais pas assez. Je suis parti parce que je n'étais pas honnête avec moi-même. Pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai vraiment vu l'homme assis en face de moi. Pas le mari qui m'avait humilié, pas l'homme d'affaires qui avait menti au tribunal, pas l'étranger qui avait couru après la jeunesse. J'ai vu un homme âgé effrayé qui avait fait des choix terribles en essayant de distancer quelque chose auquel personne n'échappe jamais, le temps. Nous perdons tous cette course à la fin. Certains d'entre nous la perdent simplement avec plus de grâce que d'autres. Je n'attends pas ton pardon, a-t-il dit. Je n'ai jamais dit ça. Il a semblé surpris. Je t'ai pardonné il y a des mois. Tu l'as fait? Je devais le faire. Si je portais de l'amertume chaque matin, tu contrôlerais encore ma vie. Il a baissé la tête. Je ne mérite pas cette gentillesse. Le pardon ne se mérite pas, il se choisit. Il m'a regardé pendant un long moment. Je ne te mérite pas. J'ai souri doucement. Non, en effet. Puis j'ai tendu la main sur la table et j'ai doucement posé ma main sur la sienne. Mais aucun de nous ne mérite de passer les années qu'il nous reste enchaînés à la pire chose que nous ayons jamais faite. Ses épaules ont commencé à trembler. Pour la première fois depuis que je le connaissais, Robert a pleuré sans essayer de se cacher. Le printemps s'est lentement transformé en été. La vie s'est installée dans un rythme que je ne m'attendais pas à apprécier. J'ai augmenté mes heures de bénévolat à la bibliothèque. Madame Martin m'a convaincu de lancer une heure de lecture hebdomadaire pour les enfants. Chaque jeudi après-midi, un cercle de petits visages se rassemblait autour de moi pendant que je lisais des histoires sur le courage, la gentillesse et l'honnêteté. Les enfants posent des questions remarquables. Un petit garçon a levé la main après une histoire sur le pardon. Les gens peuvent-ils vraiment changer? La pièce est devenue très silencieuse. J'ai souri. Ils le peuvent. Mais seulement après avoir été honnête sur ce qu'ils ont été. J'ai réalisé que je ne parlais pas seulement à lui. Je me le rappelais à moi-même. Notre famille s'est réunie pour Thanksgiving en novembre. Pour la première fois depuis le divorce, tout le monde était assis autour de la même table. Émilie a découpé la dinde. Michel a insisté pour faire de la purée de pommes de terre même s'il mettait toujours trop de beurre. Les petits-enfants se disputaient pour savoir qui aurait le dernier petit pain. Robert est arrivé avec 2 tartes à la citrouille faites maison. Je les ai faites moi-même. Émilie a ri, toi, elles sont probablement terribles. Elles ne l'étaient pas. Elles étaient légèrement trop cuites sur les bords. Personne ne s'en souciait. Au milieu du dîner, Noé a regardé autour de la table. Je suis content que tout le monde soit là. Des mots simples, une vérité profonde. Les adultes se sont tus un moment. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que la guérison avait tranquillement pris sa place. La guérison n'efface pas les cicatrices. Elle vous apprend simplement que les cicatrices n'ont pas à faire mal pour toujours. Quand le dîner s'est terminé, Robert m'a aidé à porter les plats de service vides dans la cuisine. Alors que nous étions seuls un moment, il a dit tranquillement, « Tu sais, je pense encore à cette salle d'audience. » Moi aussi. Je pensais que cette vidéo avait ruiné ma vie. Il a souri tristement, mais non. Elle a sauvé le peu d'honnêteté qu'il me restait. J'ai hoché la tête. La vérité le fait généralement. Il m'a regardé.
J'espère qu'un jour les petits-enfants se souviendront de nous avec bienveillance. Ils le feront. Comment peux-tu en être si sûr? Parce qu'ils se souviendront de ce qui s'est passé après le divorce. Ils se souviendront que nous avons choisi le respect plutôt que la haine. Ils se souviendront que les adultes peuvent admettre leurs erreurs. Et ils se souviendront que les familles n'ont pas à rester brisées pour toujours. Il a souri à travers des yeux remplis de larmes. J'espère que tu as raison. Je sais que j'ai raison. Quand je repense à tout cela maintenant, les gens me demandent parfois si je regrette d'avoir montré cette vidéo au tribunal. Ma réponse est toujours la même. Non. Non pas parce que cela m'a aidé à obtenir un règlement équitable. Non pas parce que cela a exposé les mensonges de Robert. Mais parce que cela a protégé la vérité. Un mariage est plus qu'une liste de transactions financières. Ce sont des milliers d'actes d'amour invisibles. Des matins de bonheur, des nuits tardives, des fardeaux partagés, des sacrifices silencieux. Ces choses méritent d'être rappelées honnêtement. Vieillir n'est pas quelque chose à craindre. Chaque ride raconte une histoire. Chaque cheveu gris marque une leçon. Chaque année partagée avec quelqu'un que vous aimez a de la valeur, même si la relation ne dure pas éternellement. Si mon histoire m'a appris quelque chose, c'est ceci: ne mesurez jamais votre valeur à la capacité de quelqu'un d'autre à vous apprécier. Les gens peuvent oublier vos sacrifices. Ils peuvent réécrire l'histoire. Ils peuvent même se convaincre qu'ils ont réussi seuls. Mais la vérité a une patience remarquable. Elle attend tranquillement jusqu'au jour où quelqu'un demande enfin à l'entendre. Et quand ce jour arrive, vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous n'avez besoin que du courage de laisser la vérité parler d'elle-même. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, j'espère que vous partagerez vos propres pensées ou expériences dans les commentaires. Quelqu'un qui les lira pourrait y trouver l'encouragement dont il a besoin aujourd'hui. Et si vous aimez les histoires sincères sur la résilience, le pardon et la force tranquille qui vient avec les derniers chapitres de la vie, je serais honoré que vous vous abonniez et me rejoigniez pour la prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous, et n'oubliez jamais qu'une vie construite sur l'intégrité est une vie qui ne peut jamais vraiment vous être enlevée.